Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier et David Gabizon, qui sont frères déjà, c'est une chose, mais surtout les cofondateurs de SteamOne, qui est le leader français du steamer, le steamer qui est un défroisseur vertical, mais pas forcément que vertical d'ailleurs. Alors oui, le steamer, qu'on appelle aussi défroisseur, c'est un appareil qui va te permettre de prendre soin de tes vêtements, donc de les défroisser, de les repasser à la verticale, sans planche à repasser, de façon simple, rapide, efficace, même un peu ludique, quand on le compare à la célèbre corvée du repassage et de la planche que tu dois sortir de ton placard quand tu es en retard le matin. Moi je sais plus où est mon fer à repasser, je sais même pas si j'ai encore une planche, mais j'avoue j'ai un steamer et j'ai l'impression que ça il n'y a pas une mode, mais il y a une grosse évangélisation sur le sujet ces dernières années, non ? Ouais, c'est un produit qui est en train de rentrer petit à petit dans les mœurs. Dans les maisons. Ce qui est une bonne chose pour nous, mais aussi pour les usagers, parce que ça facilite la vie. Et c'est vrai que toutes ces années à avoir le steamer dans les boutiques de prêt-à-porter, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Finalement, tous les jours, mettre en place leur merchandising de manière très rapide, très facile. Tout ça a permis aussi aux consommateurs en France de comprendre l'usage et l'intérêt de la bête. Ça va être une belle aventure entrepreneuriale qu'on va aborder aujourd'hui, puisque ça fait... c'est la quatrième boîte que vous montez ensemble, troisième boîte que vous montez ensemble. Ça a commencé aux États-Unis en 2000. On va partir de là et vous allez nous raconter ça va être top pour arriver jusqu'au temps présent où SteamOne, que vous retrouvez, je ne l'ai pas dit, mais sur Steam, S-T-E-A-M comme vapeur, -one.com. Tout à fait. Steam-one.com et évidemment sur Amazon, Darty, Boulanger, Fnac aussi, je crois, Auchan, Carrefour, partout. On est partout. Bref, incontournable. On ira jusqu'à ça. On parlera d'innovation parce que c'est important d'innover sur ce marché. Comment est-ce qu'on reste leader ? Comment est-ce que vous communiquez ? L'influence a une part importante dans votre mix communication. On en parlera. On parlera aussi du mix distribution avec du direct B2B, du B2B2C via la distribution, du digital et puis de l'international. Une répartition assez safe, j'ai envie de dire, mais on y viendra tout à l'heure. On parlera de l'accélération du digital depuis le Covid pour vous. Et voilà, et ça nous fait un beau programme. Et c'est vrai qu'en préparant l'entretien, j'ai pas posé la question. Alors, quelques chiffres quand même pour que vous puissiez le situer. On parle de 250 000 pièces écoulées l'année dernière. C'est ça. Dont vous êtes fabricant. C'est vos moules. Vous occupez, je l'ai dit, 37% du marché français en valeur. Et la boîte existe depuis 2010. Ça fait bientôt 15 ans. Exactement. Arrête, tu nous vieillis. Ça va. En 2000, vous créez une boîte de prêt-à-porter à Miami. Je dis une bêtise, c'est ça, hein ? Non, c'est ça, c'est pas du tout une bêtise. Pourquoi ? Comment vous êtes arrivé c'est là, le rêve américain. On est jeune, on a beaucoup d'ambition, on a l'âme entrepreneur, on a cette fibre entrepreneuriale. Et donc, voilà, un concours de circonstances fait qu'on monte cette société aux États-Unis ensemble. Je vais laisser Olivier raconter aussi ce qu'on faisait exactement, parce qu'on n'était pas fabricant à l'époque. Hein. Mais c'est juste avant, c'est votre première boîte ? C'est notre première boîte, ouais. Mais c'est pas votre première expérience ? Non, c'était pas notre première expérience professionnelle. Non, okay. Ouais, on a travaillé tous les deux en entreprise. On a travaillé en entreprise avant. Voilà, moi, j'étais 5 ans dans la vente avant. Je vendais des photocopieurs. Voilà, ça, c'est ma première expérience. Chez Canon puis Kodak en tant que commercial. Voilà, donc j'étais un vendeur. On a sensiblement le même âge, mais à l'époque, je sais qu'on disait que c'était la meilleure école de vente. Ouais, c'était une bonne école de vente. En tout cas, moi, ça m'a appris la vente. Xerox, Canon, Kodak. Voilà, exactement. Donc, c'était une très, très belle aventure, une très, très belle histoire. Entrepreneuriale aussi pour comprendre les process, ce qui se passe dans une entreprise, comment ça fonctionne. Et c'était génial. Et puis ensuite, David, toi moi, j'ai travaillé 6 ans avant de partir dans l'industrie électroménager. Je travaillais dans une entreprise qui fabriquait ce qu'on appelle du gros électroménager en marque distributeur. Et c'est assez rigolo quand on voit qu'aujourd'hui je suis revenu à mes premières amours. C'est marrant, la boucle est bouclée, quoi. Ouais, exactement. Et puis c'est lui en fait qui part aux États-Unis, parce que c'est toi qui as été débauché. C'est moi qui pars le premier aux États-Unis, mais très rapidement j'ai demandé à Olivier s'il voulait me rejoindre. C'était un beau projet en fait. On a 29 et 26 ans. À l'époque. C'est les années, la fin des années 90, donc début des années 2000. Il n'y a pas Internet, tout n'est pas internationalisé comme aujourd'hui en fait. Pour découvrir le monde, il faut que tu prennes un avion et tu t'envoles quelque part.
Tu peux pas rester derrière ton écran et savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, en fait. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante, très intéressante. Moi, j'en garde un souvenir impérissable, même si Olivier a pas adoré en fait notre séjour, mais pour des raisons plus personnelles. Mais donc vous lancez une boîte de prêt-à-porter. Toi, tu étais dans une boîte de technologique aussi, hein, c'est ça? Ouais. Toi, vendeur aussi dans la technologie de rien. Prêt-à à Miami. Pourquoi? Comment? En fait, à l'origine, moi j'ai une formation financière et je suis parti au tout début parce qu'on m'a proposé un job de direction financière dans une entreprise de prêt-à-porter. C'est comme ça que c'est la genèse, si tu veux, du départ vers les États-Unis, qui était quand même un départ un peu safe, avec évidemment en tête l'idée de monter une entreprise aux États-Unis. C'est vraiment l'histoire du rêve américain. Tu dis, bah, tu vas être aux États-Unis, tu vas monter une boîte, tu vas devenir milliardaire, tu vas avoir des yachts et des jets privés, tu vois. Bon, ça c'est le rêve. Et puis en fait, très rapidement, la boîte se monte. Et je m'aperçois que je sais rien faire. et comme je sais rien faire, et qu'en plus je suis pas le meilleur commerçant du monde, parce que et Olivier était dans cette fameuse, ce que tu parlais, cette école de vente extraordinaire qui était la bureautique. Donc je me dis, bah en fait, pourquoi ne pas nous réunir? Lui, il fait le commerce entre guillemets, moi je fais le reste, et puis à nous deux, on doit pouvoir faire quelque chose. Et c'est comme ça que ça démarre. Oui, ça a démarré aussi avec son boss de l'époque, en fait, qui l'embauche comme directeur financier, qui lui propose de monter une boîte associée dans le prêt-à-porter et qui nous met le pied à l'étrier. C'est comme ça okay, qu'on ouais. Et donc, ce boss de l'époque nous dit, voilà, ce que je vous propose, c'est de monter une boîte, et le concept est simple. On va récupérer ou faire venir des échantillons de mode de Paris, où c'est voilà, capitale de la mode, dans le quartier du Sentier, qui sont encore, mais à l'époque, étaient très forts dans ce qu'on appelle l'actualisation. Donc, ils fabriquaient de manière très régulière toutes les semaines des nouveautés, et on va prendre le meilleur de la mode parisienne et on va le vendre aux États-Unis. Et vous allez, les garçons, faire les salons aux États-Unis. C'était ça le projet. Et moi, je chapeaute, je connais les US, parce que le gars était installé depuis 30 ans aux US, et puis on monte cette affaire à 3. Et il se trouve qu'on a monté cette affaire à 3, on a démarré comme ça, et il se trouve qu'au bout de 6 mois, bah, ça s'est mal passé, comme parfois dans les associations. Voilà, on s'est donc on a dû se séparer du boss de David au bout de 6 mois, et on s'est retrouvés, David et moi, avec une boîte dans le prêt-à-porter. On ne connaissait rien au prêt-à-porter, mais on avait fait nos visas aux États-Unis, on avait mis un peu de sous pour démarrer là-bas, on s'était installé là-bas, et on s'est dit, maintenant qu'on a ça entre les mains, bah, il va falloir qu'on s'en sorte. Voilà. Et donc le modèle, c'était de chercher des modèles justement ici dans le Sentier pour les exporter vers les US et les distribuer là-bas. C'était en fait, on était un peu ce que j'appelle des passe-plats, c'est-à-dire qu'on prenait des modèles existants, on fabriquait rien, on ne créait rien. On prenait des modèles, on les exposait dans les salons aux États-Unis, d'accord, sous une marque blanche qu'on avait créée, qui s'appelait Mambo 5 à l'époque. C'est l'époque du disque Mambo, voilà, qui avait fait un carton. Donc on avait appelé la marque Mambo. Ah oui, pardon, c'est vraiment la même époque en plus. Ah ouais, complètement. Mambo Number 5. Ouais, mais c'est vraiment ça en fait. Okay. C'est parce que la musique était forte. On s'est dit, tiens, on aime bien ce nom Mambo, et là on va créer une marque qui s'appelle Mambo, qui n'était pas du tout une marque, et on a commencé à exposer dans les salons. Et il se trouve que le premier salon sur lequel on expose à New York, le jour de l'installation, bah, il faut sortir ses fringues de ses valises, les mettre sur cintre, et puis les rendre prêtes à porter, en tout cas défroissées, pour que ce soit exposable. Et tous les exposants utilisent une machine qu'on n'avait jamais vue de notre vie, qui s'appelle un steamer, voilà, qui est un générateur de vapeur sur roulette, avec une tige sur laquelle on pose son vêtement, et un tuyau qui permet de défroisser verticalement ses fringues. Et nous, on est donc... très curieux, et on voit que ce produit-là se loue au sein de l'organisation du salon. On loue un steamer et on commence à steamer, donc voilà, avec un geste qui est plutôt simple, qu'il suffit de tendre son vêtement, d'appliquer la tête de diffusion, de faire traverser la vapeur sur le tissu, et vous avez votre pièce qui est prête à porter, ou en tout cas voilà, qui ressemble à quelque chose. Et donc on a trouvé ça génial, et puis pendant 3 ans, on a fait tous les salons aux États-Unis, on a voyagé partout dans les États-Unis, on a présenté ce concept, on a fait du business aux États-Unis, parce que c'est ça aussi, le rêve américain, il existe quelque part, on peut aussi créer des choses et faire du business, les Américains sont toujours à l'affût de nouveautés, et ça a fonctionné voilà, pendant 3 ans, et en tout cas on était utilisateurs de steamer pendant toute cette partie de notre vie. Et en France, il n'y a pas de steamer? Et en France, il n'y a pas de steamer, et ça on va s'en apercevoir en 2004, parce qu'après 4 ans passés aux États-Unis, il se trouve que l'aventure, comme une première aventure, peut parfois capoter. On avait que 2 gros clients. Il se trouve que ces 2 gros clients nous lâchent, donc on se retrouve sans chiffre, qui était une erreur à l'époque, mais on ne le savait pas. Et donc on rentre en France. Moi, je ne voulais pas vivre aux États-Unis. Je n'adhérais pas forcément à ce modèle de life. Et on rentre et on remonte un business dans ce prêt-à-porter, puisqu'en 4 ans, on avait acquis une certaine expertise.
et on développe une nouvelle aventure dans la robe de soirée. Voilà, donc encore une fois, rien à voir. Deuxième aventure dans le prêt-à-porter, et il se trouve que pour exposer une collection de robes de soirée, il faut un steamer, et il n'y a pas de steamer. Comme tu dis, en 2004, impossible de trouver un steamer, ni en France, ni à l'international. Je t'arrête un quart de seconde parce que tu as dit un truc qui était important et je l'avais noté tout à l'heure, mais c'est un bel enseignement, un bel apprentissage quand on est entrepreneur. 2 clients uniquement, des contacts qui changent en même temps ou peut-être pas, je sais pas, chez ses clients, et bim, le business tombe. Alors ça a été une des grandes leçons. D'abord, c'est que 2 clients vous feront trembler. Et nous, on a eu des nuits blanches avec des histoires incroyables où on produisait des dizaines de milliers de pièces et que si l'acheteur vous appelle en vous disant tiens, il y a un défaut de fabrication, je vais peut-être tout retourner. Donc on a passé des nuits blanches, David et moi, parce qu'on tremblait à l'idée de décevoir ses clients ou d'encaisser des retours. Et donc c'était vraiment horrible. Et le jour où ils nous ont planté les deux, on s'est retrouvés comme 2 cons, sans business. Et on s'est dit plus jamais ça. Avec de la prod produite déjà ? Un petit peu, un petit peu. En fait, tout le modèle s'est effondré en l'espace de quelques semaines. Et pendant quelques semaines d'ailleurs, on pensait que ça allait reprendre, que ça va redémarrer. Et puis en fait, le temps passe, les charges de l'entreprise courent. Et au bout d'un moment, tu te dis... tu bouffes ta trésor quand on a. Tu te dis, si j'arrête pas tout de suite, je vais laisser ma chemise, quoi. Okay. Mais c'est vrai que sur le papier, quand tu as des quantités, des volumes d'un gros donneur d'ordre, ça fait plaisir, ça fait rêver. Et puis tu vois que ça en fait, tu vois que le positif, et puis tu te vois très gros, tu te dis tiens, ça va continuer, j'ai 2 gros clients mais je vais peut-être en avoir 50, et là je vais faire des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, tu rêves, et puis il se trouve que parfois, nous en tout cas on est vite redescendu. Ils étaient à 50-50 les 2 gros clients ? Ouais, plutôt 70-30. Ouais, 70-30, on avait un très très gros. Ouais, ça fait mal, quoi. Ouais, pas diversifier, ok. Ouais. La boîte plante, vous rentrez en France, tu me dis, et vous relancez une boîte dans le... Alors il se trouve que dans le prêt-à-porter. Voilà, alors il y a aussi cette histoire de croiser des chemins qui est un peu dans notre parcours, c'est que là-bas aux États-Unis, on fait une rencontre avec des New-Yorkais qui avaient une marque de robe de soirée pour le coup très populaire aux États-Unis qui s'appelait Gillard et qui cartonnait aux US et qui nous disent voilà les gars, vous retournez en Europe, on allait sympathiser dans les salons avec eux. Ils nous disent si vous retournez en Europe, vous voulez pas qu'on s'associe et qu'on fasse un développement européen de notre marque. Et on s'est dit bah écoute, nous on rentre en juin, il y a un salon en septembre. Si tu veux, tu nous prépares une collection et puis nous, on paye le salon du prêt-à-porter et on va le faire. Si ça marche, on démarre. Si ça marche pas, on aura essayé. Et donc, on rentre dans cette histoire comme ça, vraiment, on fonce, sans vraiment savoir où on allait. Et il se trouve que pour les préparatifs du salon, on se retrouve avec 100 robes de soirée en soie, délicat, avec des sequins, etc. Il faut absolument un steamer, sinon on va y passer 2 jours. Et donc là, on cherche un steamer et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune offre. Voilà. Et donc, on fait venir un steamer des États-Unis pour nos propres besoins, pour préparer le salon. Et pendant les préparatifs de ce salon, et c'est comme ça que la genèse a démarré, tous les exposants voisins nous voient en train de steamer, mais très rapidement, et viennent nous voir en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette machine incroyable ? Les garçons, est-ce que vous pouvez pas me la vendre ? Vous l'achetez où ?» etc. On a dit « On l'achète aux États-Unis. » Ça paraissait compliqué pour eux, importer un produit avec la douane. Donc ils disent écoutez, combien ça coûte ? On dit ça vaut 350 balles. Et on commence à prendre des commandes de steamer de nos voisins, alors qu'on est venu pour exposer des robes du soir. Et on s'est dit on avait besoin de sous, on remontait une affaire, on avait besoin de sous. Et on se dit tiens, on a vendu 10 steamers à 350 balles, on va le faire, c'est toujours ça de gagner. On appelle le fabricant américain et on commence à dealer avec lui un contrat d'importation. On achète des boîtes et on les revend. Parce qu'il y a un fabricant historique très présent aux États-Unis qu'on voit pas en France, je crois, mais oui, absolument. Jiffy Steamer, c'est ça. Jiffy Steamer, qui est l'inventeur en fait du concept de steamer. Il a ça dans les années 40. Okay. À l'origine, c'était juste un générateur de vapeur pour la chapellerie qui permettait de remettre les chapeaux en forme dans les années 40 et puis de les désinfecter. Quand tu les portes toute la journée, tu transpires, etc. Et puis, quelques années plus tard, il a eu l'idée d'ajouter une tige sur laquelle tu pouvais accrocher un cintre et un vêtement. Et puis, ce fameux tuyau et tête de diffusion pour le transformer en application sur le prêt-à-porter. Donc, ils ont inventé le steamer, en fait. Ils ont inventé le steamer il y a presque 100 ans. Ouais. Et c'est ceux que vous utilisez. À l'époque, Et quand vous rentrez en France pour cette boîte de robes de soirée, c'est les steamers que vous importez. Absolument. Et que vous revendez. C'est ça. C'est cette marque-là. On fait un deal avec lui juste pour être agent de son produit en France et on fait de l'import-export et on va le faire pendant des années et ça va être une activité annexe à notre business principal qui est la création de robes de soirée, parce que c'est là-dessus qu'on va capitaliser avec David. On avait une expertise dans le prêt-à-porter et on va démarrer cette aventure qui va d'ailleurs très bien fonctionner pendant presque 9 ans. Et à côté de ça, on avait le steamer qui, petit à petit,
commencer à faire son nid dans l'industrie textile en France, à équiper un showroom, 2 showrooms, et puis une chaîne de magasins. Et la plus grande, c'était Célio, qui avait démarré une fois pour équiper ses 300 bags. C'est Célio qui a été notre premier... Et ils sont passés par vous? Ouais, exactement. Célio a été notre premier client. Historiquement, ça a été la première chaîne de magasins qui a équipé tous ces magasins avec des steamers. Ouais, Célio. C'est assez incroyable que, n'étant pas votre activité principale, cette activité ait grandi chez vous et que vous n'ayez pas été pris de vitesse ou de cours par quelqu'un d'autre, quoi. En fait, c'était un produit qui était inconnu. Hein. Voilà. Mais c'est tout con pourtant, c'est marrant. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Et même totalement nous, inconnu. Mais même nous, ça nous paraissait dingue. Hein. Alors, en plus, imagine, à l'époque, tu sais, donc c'est au début des années 2000, t'as pas Internet. Donc nous, quand on avait besoin d'un steamer, il a fallu qu'on aille le chercher aux États-Unis. Tu pouvais pas le trouver sur le net. Tu pouvais pas l'acheter ni en France ni en Europe. Ça n'existait pas et personne ne le connaissait. Et d'ailleurs, quand on parlait du produit, les gens n'avaient aucune idée de ce que c'était. Absolument aucune idée. Personne ne savait que ça existait, en fait. C'est incroyable. Et d'ailleurs, les premiers clients... Alors, Célio a été le premier grand réseau à équiper ses magasins avec le steamer, mais la plupart des réseaux en pré-tape avaient besoin d'un test. Donc nous, en fait, on avait décidé de faire des tests gratuits à toutes les grandes enseignes, parce qu'ils ne savaient pas. Ils disaient, est-ce que ça marche vraiment? Comment ça marche, etc. Et donc, le principe de vente, c'était, écoute, on va te prêter la machine pendant 1 mois, et on revient te voir dans 1 mois, et tu nous diras ce que tu en penses. Et ça a marché 8 fois sur 10, une fois qu'on leur mettait... à tous les coups. Une fois qu'on leur mettait Là, il y a un parallèle avec ta vie passée dans la bureautique? C'est la vente, après, Non, mais c'est la vente d'une part, mais moi j'étais chez Air France à une époque, j'étais responsable des achats, et il y avait ce principe sur les télécopieurs, ou, tu vois, de prêt, d'essai. Oui, bien sûr. Une fois que la machine, il me disait en gros qu'une fois que la machine est chez le client, elle ne repart jamais. En fait, d'abord, on était convaincus vraiment de l'intérêt du produit, et on savait une chose, c'est que c'était l'utilisateur qui allait être notre ambassadeur. Parfois, tu sais, dans la vente, soit tu tapes les services généraux, l'acheteur, on va dire, mais tu as aussi les prescripteurs, les utilisateurs. Et en fait, nous, on a compris que c'était l'utilisateur qui allait demander à son boss qu'il lui fallait un steamer parce qu'il gagnait du temps, qu'il allait être plus disponible à la vente plutôt que repasser dans la réserve. Et donc, on est passé vraiment à l'usage. On a pensé usage et on a travaillé avec les vendeurs en magasin en leur disant, tiens, je te prête ça, utilise-le, et puis va voir ton boss en disant, si demain t'en es content, est-ce que tu peux acquérir cet outil? Mais déjà, j'ai plein de questions qui me viennent. Déjà, pourquoi se relancer dans le prêt-à-porter alors que c'est quand même compliqué le milieu du prêt-à-porter? Mais bon, vous aviez, j'ai compris, une opportunité, une expertise. On va pas creuser ce sujet. Je vous propose de creuser 2 autres sujets. Vous vous relancez entre vous, entre frères. Le business en famille, c'est pas toujours évident. Peut-être que c'était pour vous une évidence, mais première aventure à Miami, toi, tu serais bien resté, si j'ai bien compris. Toi, tu étais content de rentrer en France. Oui. La boîte s'est plantée. Tu vois, à ce moment-là, vous auriez pu vous dire c'est très sympa, mais... Écoute, on a eu ces questions-là. Donc vraiment, on les a eues quand tu es dans le chemin du retour et que tu avais déménagé, tu as vécu 3 ans aux US, etc. Tu rentres, tu t'interroges, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu retrouves un poste dans une boîte, parce que j'avais été aussi très heureux en tant que salarié et ça aurait pu être une option. Est-ce que je remonte un business? Là, il se trouve que on avait un timing qui était court avec des gens qui nous proposaient de faire quelque chose tout de suite. On s'est dit, qu'est-ce qu'on risque? Le risque était faible. Ouais. Donc il y avait aussi ça, il y avait le timing. On quitte en juin et en septembre, on a une échéance. Et donc l'idée, c'était de te dire, si ça ne marche pas en septembre, là, on va se poser un certain nombre de questions. Et moi, je m'en posais déjà, qu'est-ce que j'allais faire? Et j'avais cette interrogation. Après, est-ce que je le faisais avec David ou pas? Pas forcément. Moi, je me voyais aussi. Je me dis, tiens, j'ai testé un truc avec lui. On n'a pas été successful aussi ensemble. Donc peut-être qu'on n'a pas la main ensemble, parce qu'il faut croire aussi à ça. Et donc, tu te poses ces questions. Il se trouve que la deuxième aventure, dès le premier salon, a fonctionné. Donc c'est... Voilà. Ouais. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est le destin? J'en sais rien. C'est du test and learn, quoi. Tu vois, tu essayes, ça fonctionne, on y va. Voilà. Et puis on a trouvé nos marques tous les deux, c'est-à-dire qu'on se marche pas sur la tête toute la journée. Je pense qu'on a trouvé chacun notre rôle dans toutes nos aventures. Il savait que moi j'étais le gars du produit et de la vente, et puis lui il s'occupait de tout ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire la gestion, l'administration, les relations avec les banques, etc., qui n'était pas non plus mon fort, et moi je ne sais pas faire. Donc en fait on a trouvé un complément, je pense. Ouais, complètement. En fait, une association, il faut que tu sois complémentaire pour que ça fonctionne. Alors l'avantage d'être frère, c'est que nous on se bagarre depuis qu'on est tout petit. Ça fait 40 ans que tu te tâtes énorme, j'ai envie de te dire. Donc tu peux te bagarrer au bureau, puis le lendemain c'est oublié, tu vois, avec un associé qui n'est pas ton frère.
c'est compliqué, il faut faire attention aux mots que tu peux avoir. Enfin, ça se gère différemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as la confiance. Tu sais que ton associé ne te trahira jamais, te fera jamais un coup tordu, etc. Ça a l'air de rien, mais c'est aussi très important. Et puis la troisième chose, évidemment, c'est que au-delà de ces éléments-là, on est complémentaires. On ne fait pas les mêmes choses. On n'a pas la même sensibilité. Lui, j'ai envie de te dire, il a plus une âme d'artiste, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va avoir cette sensibilité produit, marketing, communication. Moi, je suis beaucoup plus empirique, donc je vais être moins bon que lui sur ces sujets-là. C'est un excellent commerçant, bien meilleur que moi. En revanche, avec les chiffres, bon, il est moins agile que moi, on va dire. Bah, il n'est pas du tout agile, il n'a pas envie en fait. Moi, c'est quelque chose. Moi, si tu veux, je n'ouvre pas le courrier à la maison. Moi, j'ai vraiment une aversion pour tout ce qui est administratif. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais eu un associé avec cette compétence administrative et financière. Donc, il se trouve que c'était mon frangin. Bah voilà, tant mieux, ça nous a liés. Et puis maintenant, ça va faire 24 ans qu'on bosse ensemble, donc on a montré qu'on était capable de faire des choses ensemble, même si en effet, c'est très dur de toute façon, une association de base. Et puis la famille, c'est aussi très dur, parce que voilà, tu as ce côté où c'est pas une équipe, c'est une famille, c'est pas pareil. Une équipe, tu peux sortir quelqu'un parce que tu sais que c'est pas le meilleur et que... ton frère, tu peux pas le sortir. Ton frère, voilà, ce serait dommage. Lui, il peut pas me sortir parce qu'il sait que je suis son frangin et c'est comme ça, il doit me garder. Et puis moi c'est pareil. Oui, ensuite, tu as des histoires de famille qui se parlent plus parce qu'il y a eu une mésentente business ou autre d'ailleurs, mais business entre autres. Mais je pense qu'il faut être extrêmement intelligent sur l'approche parce que c'est vrai que je crois qu'en France, la principale raison des défaillances d'entreprise, souvent, c'est un problème d'association dans l'entreprise. C'est pas nécessairement un problème de business. Bon, alors peut-être que le Covid a un peu modifié ses stats. Donc nous, je crois qu'on est quand même super intelligent par rapport à ça, parce qu'on doit d'abord préserver l'entreprise, on doit aussi préserver notre relation de frères. C'est de la fraternité, c'est hyper important. Nous, on vient d'une famille très soudée. On est 3, on a une sœur aussi. Qu'on n'a pas salué, mais que j'ai croisé il y a 20 ans à New York. Oui, Laure, salut Laure. On salue Laure, qui est notre petite sœur. Et la famille est très importante pour nous, même culturellement. Donc la famille doit être préservée. Et la famille, c'est plus important que l'argent, en fait. Deuxième point sur lequel j'avais envie de rebondir, c'est que donc j'ai oublié le nom de la boîte de robes du soir. Hugo Zaldi. Ok. Ça sonne bien, non? Ça sonne très bien. Ça sonne italien et ça vient des États-Unis. Ah non, ça vient pas des États-Unis. C'est une marque, c'est un nom qu'on a créé de toutes pièces. Voilà, on a créé une histoire avec. Mais la fabrication se faisait où? Alors la fabrication s'est faite en Asie. Ah oui, voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc à la base, on avait démarré une histoire avec des Américains. Il se trouve qu'on s'est séparé des Américains aussi après quelques mois. Bon, voilà, encore une association. On n'arrête pas de se séparer des Américains. T'as vu, encore une association qui a merdé. Mais bon, finalement, on s'est retrouvé là encore avec un projet, une histoire, et puis qu'on a monté et qui a été successful quand même pendant quelques années. Et puis après, on a décidé de quitter l'aventure parce que franchement, on n'était vraiment pas les meilleurs dans la mode. Mon point était le suivant. Donc, vous me l'avez dit tout à l'heure, ça marche bien les robes de soirée, mais les steamers, vous avez de plus en plus de demandes. Il n'y a pas un moment où vous pourriez négocier un contrat d'exclus, de distri avec Jeffy Steamer, c'est ça, pour être le distributeur unique, avoir des meilleurs prix Alors, il y a eu un pivot. Le pivot, c'est l'approche qu'on a eue auprès de Darty, Darty qui est le leader de l'électroménager en France. Le pivot, c'est quand Darty a accepté de mener un test avec nous, à nos frais bien sûr, et à ce moment-là, nous, on veut vendre le produit 399 €, et Darty nous dit, nous, on fait le test que si ce produit est vendu 199 €. Et à l'époque, on l'achetait autour de 120 $. Donc, on essaye d'expliquer l'opportunité à Jiffy. On explique qu'il nous faut évidemment un prix qui soit plus attractif pour pouvoir travailler. Et là, c'est fin de non-recevoir de l'américain qui nous dit non, en fait, l'Europe, la France, l'Europe, tout ça, c'est petit, c'est loin, ça ne m'intéresse pas, je ne vends pas à ce prix-là. Donc, on a dû trouver une solution alternative. Et c'est là qu'entre en jeu la Chine, puisqu'on voyageait beaucoup en Chine, puisque nos fabricants de robes étaient en Chine. Et là, Olivier prend le steamer dans son bagage, il part en Chine et il va te raconter ce qui s'est passé. Ouais, ça s'est passé comme ça. Donc on a le potentiel
d'aller faire du business avec Darty, donc qui est une très belle enseigne avec laquelle nous collaborons encore aujourd'hui. Mais vous avez fait ce pas quand même de vous dire à un moment, Hugo Zaldi, Ouais. Zaldi, c'est très bien, mais j'ai beaucoup de demandes. Allons voir si la grande distribution peut être intéressée. Il y a eu cette Oui, il y a eu cette. Alors, tu sais, on avait de chaque échec, tu dois tirer des enseignements. L'entreprise Hugo Zaldi, ça fonctionnait plutôt pas mal, d'accord. Mais on savait qu'on n'était pas les meilleurs. Ça, c'était une certitude. Et la deuxième chose qu'on savait, c'est que petit à petit, inexorablement, le chiffre baissait. Donc, la question fort de notre échec, qui nous a quand même secoué, hein, parce qu'un échec, quand tu déposes le bilan d'une boîte, c'est quand même assez difficile à vivre. On s'est dit, plus jamais ça. Et donc, le plus jamais ça, c'est comment tu anticipes le coup d'après. Et c'est ça, je pense, accompagné du fait que, évidemment, il y avait une appétence incroyable pour le steamer, mais qu'on n'était pas structuré pour faire du steamer. On était des fabricants de prêt-à-porter. Et à un moment, on s'est posé la question, on avait fait une séance de travail, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec notre oncle qui était formateur à l'époque, et il nous a dit, mais comment vous imaginez Hugo Zaldi et SteamOne à l'époque, hein, dans 5 ans? Et on s'est dit, mais en fait, chaque fois que tu réfléchis, tu te dis que demain, c'est SteamOne et c'est pas Hugo Zaldi. Donc, comment tu t'organises pour que ce soit pas fait avec perte et fracas, mais que ce soit fait intelligemment, en préservant tes intérêts, en préservant les collaborateurs qu'on avait dans l'entreprise, parce qu'on avait des collaborateurs, enfin tu vois, tu as des responsabilités aussi en tant que dirigeant. Et donc, ouais, ça a été... en fait, ça a été comme une évidence. C'est assez marrant, mais ça a été... La seule difficulté, c'était d'accepter aussi finalement de se planter une nouvelle fois. Voilà, ça, émotionnellement, c'est difficile. Voilà, tu dis, c'est ma deuxième boîte, j'ai encore un échec. C'est dur. Voilà, mais on avait aussi ce potentiel à côté qui nous faisait encore rêver. Voilà, donc on a su trouver l'énergie pour se dire, allez, on va relancer encore une histoire et on y croit cette fois parce que voilà, tous les indicateurs. On aimerait bien que ce soit la bonne. Hein. Voilà, tous les indicateurs montrent que c'est pas un possible. échec, c'est un apprentissage. Voilà, c'est exactement ça. C'est quand même mieux de réussir, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà. Mais donc, tu toques à la porte de Darty. Alors, je toque à la porte de Darty. Voilà, ils nous disent, si vous voulez faire du business avec nous sur une nouvelle machine, ce sera 199. Donc, on n'a pas l'offre puisque les Américains refusent. 399, hein, c'est et ça. Nous, c'était, voilà, ça sortait 2 fois plus cher, 389. Donc, pour eux, c'était pas économiquement viable. Et ils avaient finalement raison, parce qu'il fallait aussi que le produit soit positionné sur le marché par rapport aux centrales vapeur de l'époque, voilà, par rapport à ce qui existait sur le soin du linge. Donc, on leur dit, écoute, là, j'ai pas ce qu'il faut, mais laisse-moi 6 mois. Voilà. Et donc, je dis, on voit avec David, écoute, on a cette opportunité, il faut absolument qu'on trouve un steamer pour qu'il puisse le vendre à 199, incluant bien sûr la TVA, 20%, leur marge, et que nous aussi qu'on puisse vivre, etc. Et donc, je prends le steamer américain, je le prends dans ma valise, et je vais en Chine pour suivre nos prods de robes du soir, hein, comme on le faisait tous les trimestres, et je sors le steamer chez mon fabricant de robes de soirée, je lui montre cette machine, et là, il me rit au nez, parce que je lui dis, écoute, tu connais ça? Il me dit, mais attends, ça fait 40 ans qu'on a ça en Chine, tous les Chinois steam depuis des années, mais bien sûr. Et il appelle son responsable de prod, il lui dit en chinois, tiens, amène-moi le steamer qu'on a. Et il me ramène un steamer de son usine, et il se trouve que c'est exactement le même steamer que j'ai dans ma valise. C'est le même design, c'est le même modèle. Alors moi, je me dis, c'est pas possible, c'est une farce ou quoi? Et je lui dis, mais ça vient d'où ça? Il me dit, c'est un fabricant chinois. Et il me montre en effet le fabricant chinois avec une marque chinoise et le bureau à Hong Kong. Et donc je prends rendez-vous j'appelle le fabricant chinois, je vais le voir à Hong Kong avec la machine américaine. Et là, le Guy, mais oui, on fait ça depuis 40 ans, et si tu veux acheter des steamers chez nous, il n'y a pas de problème. Et le pricing qu'on te propose, c'est tant, et il se trouve que ça me permettait, ça permettait demain d'aller revoir Darty avec un steamer potentiellement à 1,99. Maintenant, il y avait un seul problème, c'est quelle est la marque que je mets là-dessus? Et il n'y a pas de marque, on l'a pas créé. Et là, avec David, on se dit, tiens, il faut qu'on crée une marque qui ressemble à quelque chose. Et on brainstorm, et on s'est dit, il en sort Steam, la vapeur, et One, numéro 1, et voilà. Et tout ça, on va... Et il se trouve que vous êtes 20 ans plus tard, le leader, 15, 10 ans plus tard, le leader. Ouais. Attends, tu vas beaucoup trop vite. Darty te laisse tes 6 mois? Ah oui, bien sûr. Il y avait personne. Donc il n'y avait personne en face, mais ils auraient pu... Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Personne ne connaît le steamer, personne ne propose le steamer, personne ne vend le steamer. Et lui, il se met pas en recherche à ce moment-là en se disant, peut-être qu'il y a quelque chose. Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe avec Darty, ça c'était intéressant. Et d'ailleurs, moi je les remercie tout le temps parce que c'est une enseigne qui est toujours à la recherche d'innovation et qui donne sa chance aussi aux
aux innovateurs. Et c'est vrai, il faut le dire quand même, quand on est une petite boîte, on peut aussi travailler avec des gros acteurs, ils sont quand même à l'écoute de ça. Et l'acheteur de l'époque me dit, écoute, moi je sais pas si ça va marcher ce truc-là. Donc il faut bien sûr que tu prennes les responsabilités. Donc ça, on l'avait accepté. Et pour lui, il savait pas s'il y avait un marché. Et nous, la question à laquelle on voulait répondre, c'est, y a-t-il un marché grande conso pour ce produit-là? C'est pour ça qu'on a été voir Darty. Parce que finalement, on vendait déjà en B2B, mais ça restait de la niche, on vendait aux boutiques de prêt-à-porter, ça faisait sens, mais on ne savait pas si ce produit pouvait avoir une dimension plus mass market. Et donc, ça a pris le temps qu'il fallait. Et ton producteur chinois, pardon, je reviens, dans l'autre sens, je le fais. C'est une copie ou c'est en Chine que se fournit Jiffy Steamer? Non, Jiffy fabrique aux US, c'est une copie conforme. Ouais. Il se trouve que la Jiffy Steamer existe depuis 1940. Donc son invention, qui était un brevet à l'époque, est tombée dans le domaine public. Il a été copié, comme malheureusement ça existe au quotidien, par des entreprises chinoises qui ont fait des copies conformes et qui avaient aussi d'autres modèles. Donc nous, il se trouve qu'on n'a pas été avec la copie conforme, on a été avec un autre modèle quand même. Et puis le test a fonctionné. C'est surtout ça le Donc vous retournez voir Darty avec le bon produit, le bon prix. Le bon prix. Exactement. Voilà. Et on dit surtout, on va financer ça. Et le deal, c'était de dire... lui, il voulait tester ça dans 10 magasins, je me rappelle très bien, et je lui dis, écoute, non, moi, c'est où on teste dans 200 magasins, dans tout ton réseau, ou je fais pas. Et il me dit, bah, si tu finances dans 200 magasins, on fait. Mais ça veut dire que tu comprends pourquoi c'est lui qui fait le commerce. Ouais. Donc, t'as je sais pas, 5, 3, 10 produits par magasin sur 200 magasins. Non, alors toi, tu n'en as que 2, malheureusement, oui, parce que quand on fait un test... Que de quoi? Que de produits. Ouais, voilà, mais c'était quand même une somme. Bah, bien sûr. Mais on voulait savoir si, d'abord, ça nous faisait triper, parce que on avait toujours quand même ce besoin d'être visible et de travailler avec une enseigne. Et il se trouve qu'ils acceptent de faire le test, et il se trouve que le test fonctionne. Voilà. C'est surtout ça le truc. Mais alors, c'est un produit qui est nouveau, ça n'existe pas en France, vous l'importez, vos amis du prêt-à-porter vous contactent pour en avoir. Tu mets ça dans le Darty de Besançon, peu importe, dans un Darty, il faut une démo. Il faut un vendeur de magasin qui vous dit, madame, monsieur, on va pas faire de sexisme. Alors, voilà comment utiliser un steamer, non? Tu as raison, c'était un enjeu majeur pour nous. Donc on a fait appel à l'époque à des sociétés, tu sais, qui sont spécialisées dans l'accompagnement de démonstrations en magasin. Donc on a financé des démonstrations pour expliquer le produit, parce que en réalité, le rayon des froisseurs n'existait pas dans la distribution, et a fortiori chez Darty. Et le mot défroisseur n'existait pas. Même le mot défroisseur n'existait pas. Tu sais, dans les moteurs, quand tu vas sur le site internet aujourd'hui des distributeurs, tu vas trouver fer à repasser, centrale vapeur, défroisseur. Tu vas trouver 3 catégories. En fait, la troisième, défroisseur, ça n'existait pas. Personne ne connaissait. Et donc, ouais, on a dû financer de la démonstration pour expliquer à quoi servait cette machine bizarre. Et t'as pas d'influenceur, c'est quoi, on est en 2010 là? Non, t'as pas d'influenceur, parce que l'influenceur c'est un démonstrateur des temps modernes. Bien sûr, mais là à l'époque, non, on est très très éloigné de l'influence en fait. Ça vous coûte combien ce lancement chez Darty? J'ai plus les chiffres, mais ça nous coûtait plus cher que ça nous a rapporté, ça c'est sûr. Ouais, en tout cas, c'était un cost. Parce que, je sais pas, 150 magasins de machines que vous achetez, je sais pas, 100, 150, non, peut-être pas, mais ces démonstrateurs, c'est un coût à 50, 100 000. Non, c'était pas autant, mais parce qu'il y avait des ventes aussi, il y avait des commandes qui généraient quand même du bise. Le chiffre d'affaires que tu vas générer en faisant ce travail. Oui, mais en parlant juste du coût, c'était pas mais neutre. En tout cas, c'était parce que le chiffre d'affaires, t'en es pas sûr avant de le faire. T'as tout à fait raison. Je pense que ça a dû nous coûter entre 40 et 50 000 euros. Pour le test a dû nous coûter 40 à 50 000 euros. Mais on était tellement persuadés, tellement convaincus que ça allait fonctionner, qu'on ne s'est pas vraiment interrogé sur le risque financier, en réalité. Vraiment. Et Hugo Zaldi générait suffisamment de cash pour couvrir ce test-là. On n'avait pas fait 2 fois la même erreur. On n'avait pas attendu d'être la tête sous le sable pour agir. Ok. Donc là, on est en 2010, c'est ça? Exactement. Ouais. Et le test est concluant? Le test est concluant et on se dit que donc il y a vraiment finalement un potentiel. Et je crois que c'était juste la réponse qu'on voulait savoir, c'est est-ce que finalement ça vaut le coup de mettre notre énergie dans ce projet-là? Et ça nous a donné cette réponse et cette envie de dire écoute, ça commence à marcher chez Darty, donc ça peut marcher non seulement chez d'autres, mais en plus sur d'autres pays potentiellement. Et donc on a un projet là. On a quelque chose. On tient quelque chose.
Il y a un autre truc qui m'étonnait, et je vous l'ai peut-être vu à ma tête ce matin, mais moi j'imaginais ce produit à la base en fait comme un produit plutôt B2B qu'on voit en boutique, et les boutiques il y en a, je sais pas, 5 000, 10 000, 50 000 en France, de prêt-à, peut-être pas, je sais pas, bref. Je crois que c'est plutôt 20 000. 20 000, bon, ça va. Parmi les 12 chiffres que j'ai donnés, il y avait le bon. Là, en partant chez Darty, tu considères que ça va rentrer dans les foyers. Dans les foyers, bien sûr. Et là c'est un mais ça, vous n'en aviez aussi. pas encore la preuve. Parce que en fait, les gens qui vous demandaient des steamers quand vous, pendant Hugo Zaldi, c'est des pros. C'est que des pros. Exactement. Et d'ailleurs, pour corroborer ce que tu dis, c'est que les premières ventes, et on l'a su bien plus tard, étaient des professionnels. Qui allaient chez Darty bien acheter sûr, des bien entendu. Ça a démarré comme ça, parce qu'en fait, le produit était tellement novateur et tellement compliqué à expliquer. Il fallait expliquer qu'est-ce que c'est que cette machine, parce que même d'un point de vue visuel, les gens ne savaient pas ce que c'était. Ils voyaient un générateur avec une tige, un tuyau, c'est un aspirateur, ça se passe où? Darty ne savait pas où le présenter dans son merch, parce que ça n'allait nulle part. Donc ça a posé beaucoup de sujets quand même. Tu vois. Beaucoup de défis en fait. Mais ça marche, et là vous vous posez la question, parce qu'il y a Hugo Zaldi, il y a Steam One. Alors on s'est pas vraiment posé la question, parce que Hugo Zaldi ça a commencé vraiment à décroître de manière très très forte. Après 2008, voilà, le business du prêt-à a vraiment souffert. Et puis en plus nous, il faut savoir une chose, c'est qu'on avait un concept qui était des robes de soirée positionnées plutôt luxe accessible. C'était une ultra niche qui était concurrencée aussi par des gens bien meilleurs que nous dans la création et dans le design. Et donc finalement on s'est retrouvé avec une offre qui était complètement dépositionnée, qui n'était pas meilleure. Et puis il faut l'accepter. Quand t'es pas meilleur que les autres, il faut dire en face c'est toujours plus beau. Voilà, donc on n'y arrive pas. Et donc on s'est dit il faut qu'on arrête. Il y a une petite anecdote. Alors c'est vraiment un gros insight là que je vais te partager, c'est que on fait ce qui pouvait être la dernière collection Hugo Zaldi, et on fait la saison. C'était la saison hiver, je me souviens. Et on se dit on va se fixer un objectif de prise d'ordre, d'accord ? Si on n'atteint pas cet objectif, on arrête. D'accord ? L'objectif, écoute bien, tu t'en souviens ? Très bien. L'objectif, c'était 400 000 € de prise d'ordre sur la saison. Ok ? On a pris 380 000 € de commande. Non, mais c'est ça l'enjeu terrible. Et là, alors on s'assoit, tu te souviens ou pas ? Mais horrible. Et je dis à Olivier, bon, 380 000, bon, le mec carré, tu vois, on a dit 400, on arrête. Et alors il me dit, non, mais on a quand même fait 380 000. Je lui dis, mais on a dit 400 000, c'était vraiment le taquet, en fait, minimum. Et en fait, ça a été le catalyseur. On a dit, en fait, on n'a pas fait 400, on arrête. Et on a abandonné quasiment 400 000 € de commande, ce qui, quand même, générait du revenu pour nous. Et on a dit, les ressources qu'on a, au lieu de les utiliser pour faire ces 400 000 € de commande, on va les utiliser pour le steamer. C'était quand même un vrai pari à l'époque. Faut mesurer. C'était une décision difficile en fait. Non, mais surtout que tu as fait 80%, 85, 90% de l'objectif. Quoi. Ouais. Il manquait 20 000, on aurait préféré 95% en fait. de ton objet. Ouais. Mais c'était aussi, finalement, c'était aussi la décision qui était la plus dure à prendre, parce que finalement, tu penses qu'encore une fois, tu aurais pu le faire, tu peux le faire, et puis dans le prêt-à-porter, c'est une industrie où tu crois toujours que ta prochaine collection elle va te sortir de la merde. Tu crois toujours que l'acheteur il va te promettre que la prochaine saison il viendra te voir et que tu vas peut-être faire du business. C'est vraiment une industrie qui est vraiment basée sur le rêve et l'émotion, etc. Et donc nous, on avait besoin d'avoir quelque chose de cartésien, et heureusement que David, pour le coup, était là, parce que ça a été sa décision, plus que la mienne. Moi, j'aurais continué, naïvement, j'aurais continué. Et lui a dit, écoute, on s'était donné un deal, on le suit. Et puis je l'ai suivi. Et là, pour le coup, je peux le remercier, parce que sur cette affaire, il a été meilleur que moi. D'un point de vue juste pas légal, mais l'enveloppe qui porte le projet. Donc il y a une boîte qui est Hugo Zaldi. C'est là-dessus que vous commencez à développer Steam One. Et puis vous créez une nouvelle structure. Oui, c'est ça. On commence à créer une nouvelle structure. Et du coup, vous avez un jour fermé Hugo Zaldi. Oui, en fait, on a... J'ai jamais fermé de boîte, ça se... tu cesses ton activité, mais tu ne déposes pas ton bilan, puisqu'en fait, tu ne laisses pas de créances derrière toi, tu payes tout le monde, et puis tu arrêtes, en fait, tout simplement, ton activité. Ok, donc c'est une fermeture amiable, non ? C'est comme ça que ça s'appelle, je crois, je dis une bêtise ? Nous, ça a été... on a tout simplement fermé la boîte. Je ne sais pas si tu appelles ça une fermeture amiable. En fait, tu t'assures que tu n'as plus de créances, tu dois d'argent à personne. Évidemment, tu t'acquittes de toutes tes dettes fiscales, sociales, etc.
et puis tu arrêtes. En fait, tu n'es pas obligé de continuer à faire un business. Ok. Il n'y a pas d'obligation. Et donc, il te reste potentiellement du cash. Il nous restait un peu d'argent, alors c'est pas des millions, hein, Non, mais il te reste du cash. mais c'est ce qui nous a permis en fait de financer nos premiers achats, nos déplacements, les bureaux, enfin tout ce dont tu vas avoir besoin, une mini structure au départ pour commencer à développer ton business, quoi. Ok. Vous achetez des produits tout faits au tout début vous êtes importateur en fait de produits logotés Steam One, mais vous changez rapidement de modèle. Absolument. Ouais. Donc en fait, on s'était dit comment il fallait écrire cette nouvelle histoire. Et le travail qu'on a fait, c'est faire un business plan. C'est dire, ok, cette marque Steam One qu'on avait commencé à créer, qui consistait à acheter des produits sur étagère, les rendre, les personnaliser au niveau cosmétique et les revendre, qu'est-ce qu'elle peut devenir demain? Et le projet a commencé à s'écrire avec des produits qui seraient nos propres designs, sur lesquels on travaillerait personnellement parce qu'on avait quand même une appétence sur le design après 12 ans passés dans la mode. Donc on aimerait des produits qui soient esthétiquement... Ils sont beaux, hein, clairement ils sont beaux. On essaye. On peut voir ailleurs. On essaie de les rendre en tout cas le plus esthétique possible par rapport aux contraintes techniques. Mais en tout cas le projet c'était faire des produits qui soient d'abord plus performants que ce qui existe, plus design, plus compact, et puis qui nous soient propres aussi, donc avec une propriété intellectuelle, qui nous permettrait de les vendre partout dans le monde, parce que quand tu achètes un produit sur étagère en Chine, tu peux potentiellement le vendre sur ton marché en France, mais si tu fais des salons internationaux, tu vas pas pouvoir le vendre en Allemagne, parce qu'il existe déjà en Allemagne, ou il existe déjà en Russie, ou il existe déjà dans d'autres pays. Et donc il y avait aussi un sujet de propriété intellectuelle, et tout ça nous a permis d'écrire le projet Steam One avec nos propres produits, nos propres moules, nos propres designs, de vendre ça partout dans le monde, avec une promesse qui était des produits les plus performants du marché, et ça a été toujours notre ADN, quoi. Mais du coup, vous apprenez encore un nouveau métier. Complètement. On n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. J'apprends donc je suis. J'ai lu ou entendu ça quelque part récemment, j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas mal, ça doit exister, hein, c'est pas de moi, mais j'aime bien. objectivement, mais j'apprends donc je suis. Ouais. Alors pour le coup, on a beaucoup appris. Là, on c'est continue encore beaucoup. la supply, les appros, un fournisseur en Chine, du transport parce que le textile c'est léger, faire passer des robes de soirée Ouais, à alors travers les Atlantiques. t'as énormément de sujets, hein, mais je pense que le plus difficile, au-delà de la supply, c'est l'industrie en fait. C'est comment tu fabriques un produit, comment tu injectes du plastique, comment tu t'assures que tes composants sont fiables, de qualité, avec une durée de vie. Tu vois, t'as des contraintes qu'on maîtrisait absolument pas et qu'on soupçonnait d'ailleurs pas quand on s'est lancé dans le projet industriel. On a pris une montagne sur la tête en fait. Et qu'on sous-estimait d'ailleurs. On sous-estimait, ouais. On pensait que c'était facile. Tu sais, quand tu achètes un produit sur étagère, tu vois le produit, tu dis bon voilà, c'est un produit, je l'achète, je le vends. C'est pas si compliqué que ça. Tu fais un peu de cosmétique, tu rajoutes une étiquette. Bon, quand tu dois partir créer de scratch, ton moule, créer ton moule, créer ton architecture intérieure. Interne du produit, tes composants, t'assurer que les composants sont de bonne qualité, parce que tu prends un thermostat, il y a des thermostats dans ça pareil, un thermostat, t'as un thermostat à 10 centimes, t'as un thermostat à 1,50 $, ils te disent c'est le même. Ouais, mais il y en a un qui coûte 15 fois plus, c'est quoi l'enjeu? Et ça tu le sais pas, tu dois le comprendre, tu dois l'apprendre, et puis après tu dois faire tes choix. Donc, et comme on a choisi d'être toujours les meilleurs et non pas les moins chers, on a toujours été attiré par le thermostat à 1,50 que celui à 10 centimes. Et vous faites accompagner? Oui, on s'est fait. Bien sûr. Par un cabinet local, par un cabinet en Chine? Par des bureaux d'études en France. Ouais, donc c'est là où vraiment on a commencé vraiment sur notre projet à écrire la structure qu'on imaginait. Et on s'est très vite entouré de bureaux d'études français. Et d'ailleurs, certains étaient bons et d'autres étaient très mauvais. Et là encore, tu payes les pots cassés. Hein. Il y a des gens qui t'accompagnent et tu ne le sais pas, mais ce ne sont pas des très bons. Et ils peuvent t'amener à dépenser beaucoup de sous pour pas grand-chose. Et d'autres sont bons. Et heureusement, en France, il y a quand même un vivier d'ingénieurs très, très, très dense qui permet aussi d'avoir des très bonnes compétences techniques et industrielles et qui nous ont permis jusqu'à présent de construire tous les produits qu'on imaginait dans la qualité qui était requise, quoi. Est-ce que vous vous protégez aussi de la copie? Oui, en bien sûr, ayant des moules. Oui, absolument. On protège, on dépose tous nos modèles. On a des frais de protection d'IP assez élevés chaque année, puisqu'on protège tout ce qu'on fait au niveau mondial, à la fois la marque, mais aussi la technologie. On a des brevets, et puis tous les designs, en fait. Tu dois tout protéger, parce que sinon,
Sinon, 6 mois, tu as un Comme copycat. Jiffy chez les exactement, producteurs chinois, tu as exactement. le copycat, quoi. Ah ouais, tout de suite. Je sais plus dans quel épisode on avait parlé de ça, mais on avait parlé de moules qui incluaient, si tu veux, Oui, gravé. Oui, graver gravé, le ta marque logo gravée ou la par marque à l'intérieur. Ouais. On a C'était certains moules où une on petite a. protection, mais Il y a une certains de plus, moules quoi, disons. où on avait fait ça au début, je me souviens. On a arrêté de le faire maintenant parce que la marque a quand même beaucoup plus de visibilité. On a aussi beaucoup plus de moyens au niveau juridique. Voilà, si on doit faire des procédures juridiques, même à l'autre bout du monde, on est capable de le faire. On a les moyens de le faire. Quand tu n'as pas les moyens de le faire, tu essaies de t'organiser différemment, de façon un peu plus smart. Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même bien protégé sur tout ce qu'on fait et on a une veille en plus de tout ce qu'on fait. Donc, s'il y a un produit qui ressemble à ne serait-ce qu'un tout petit peu au nôtre, on fonce, quoi. On laisse pas faire. Vous arrivez à financer du coup les moules et le lancement de votre propre produit et la Bien sûr que distribution? Bien sûr que non. Donc, forcément, on fait une recherche en fait de fonds d'investissement, de partenaires financiers. Ça, c'est en 2013. Et ça se passe pas mal. On trouve un partenaire. Et ça nous a permis vraiment de transformer notre business model pour passer vraiment en industriel. Parce que tu dois, avant de fabriquer tes moules, tu dois d'abord les concevoir. On parlait de bureau la d'études. R&D, des bureaux d'études, tout ça coûte cher, c'est des investissements importants, mais qui sont incontournables si tu veux prendre une position de leader. Donc l'innovation chez nous, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment un des principaux drivers de la boîte, et tu ne peux pas innover sans argent. Donc en 2013, l'entreprise, elle commence à exister. On fait un peu de chiffre, mais on ne fait pas grand-chose, tu vois. Et on a besoin d'un accompagnement financier pour dérouler ce fameux business plan dont Olivier parlait. Tu te souviens de combien vous faisiez en 2013? Ouais, je m'en grandeur? souviens. Ouais. En nombre Ouais. de pièces Je peux te dire, je peux te dire en chiffres, on faisait à peine 1,2 million d'euros, Ok. 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires. Donc c'est pas avec ce chiffre d'affaires que tu vas pas arriver confondre à avec le bénéfice. Bien sûr, que tu vas arriver à que financer tu peux avec ton financer résultat. de la R&D, Ok. quoi. Donc vous faites rentrer un fonds. On fait rentrer un fonds en 2013, un fonds super, un partenaire incroyable qui nous a énormément aidés, qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais s'il entend le podcast, je le salue parce que je l'aime beaucoup, il le sait. Et ça nous a, ça a transformé en fait, ça a transformé la boîte, vraiment. Ça a permis aussi de dérouler notre rêve. Nous, notre rêve, c'était d'avoir un designer industriel, d'embaucher les équipes qu'il fallait pour promouvoir aussi la marque, parce que sur le terrain, il fallait faire des démonstrations, donc il fallait des démonstrateurs. Donc on a staffé un petit peu la boîte avec des gens de qualité sur différents métiers. Et on a créé nos propres designs, on a créé nos propres moules, on a fait des salons pour être présent à l'international, ça coûte des sous. Donc tout ça, quand tu fais l'addition à la fin, c'est quand même salé. Mais donc ça nous a permis aussi de créer cette plateforme de marque. Et aussi, une chose importante, parce qu'on avait un positionnement premium, et finalement les fonds nous ont permis aussi de garder ce positionnement, parce que quand tu dois faire un chiffre d'affaires pour vivre, si tu ne fais pas ce chiffre, le seul levier que tu as, c'est le prix. Et donc tu peux potentiellement aussi brader ta marque, ou la casser parce que tu as besoin de faire du chiffre. Et en fait, le fait d'avoir un fonds te permet de garder ta stratégie, qui était une stratégie premium, parce que tu as les moyens financiers de tenir D'être dans un le peu temps. plus fort dans une négo aussi, j'imagine. Exactement. Ouais. Et du coup, l'apprentissage de Mambo 5, d'avoir que 2 distributeurs de vos produits, là vous avez commencé avec Darty, le test réussi, vous cherchez rapidement à... Alors, Darty, c'est juste, ça a été un client en plus parce qu'on avait tous les acteurs du prêt-à-pe avant. Le million d'euros qu'on fait, il est réparti entre des centaines de clients, parce qu'à la base, on n'est que B2B, nous. Oui, c'est vrai, d'accord. Et Darty. Voilà. Mais une des lignes de notre business plan, c'était ne jamais être tributaire d'un ou deux clients. C'était mandatory parce que c'était mandatory, vraiment. Voilà. Vous aviez été marqué au fer rouge. Ouais. On s'est dit, on passera plus une nuit blanche à cause d'un client. Voilà. C'était le maître mot. Il n'y a pas un client qui m'empêchera de dormir, et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on ne dépend d'aucun de nos clients. Voilà. Donc ça faisait partie de notre souhait, et on l'a mis en place. Alors parfois, on ne peut pas faire, mais là, en tout cas, ça faisait partie du souhait de cette aventure, quoi. Et donc les fonds nous ont permis de faire toutes ces choses que nous avons faites vraiment. Donc on a vraiment fait ce qu'on avait écrit, pour le coup, jusqu'à présent, et ça a permis de faire la preuve du concept vraiment au niveau français, mais aussi international.
et de montrer que finalement ce marché-là, il était existant. Voilà, il y avait quelque part un besoin caché, ou en tout cas non explicite, du fait qu'on a besoin d'avoir une nouvelle solution pour le soin du linge. Et donc tous ces fonds nous ont permis de consolider cette croyance, quoi. Et l'innovation continue, ça reste un moteur chez SteamOne. Vous avez commencé avec comment on les appelle ? Les steamers verticaux. verticaux. Il y a eu des steamers portatifs. Et là, vous sortez le Steam Cube. Exact. Eh oui. Alors, tu me posais la question tout à l'heure parce qu'on enregistre cet épisode le 2 mai, qui est l'anniversaire de mon papa. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Il écoute pas de bon podcast. anniversaire. Bon anniversaire. Ouais. Voilà. Mais il sortira du coup le 24, je crois, fin du mois. Donc, vous venez de sortir le Steam Cube. On vient de lancer le Steam Cube. Alors, le Steam Cube, c'est un événement pour nous, pour David et moi. Au-delà de la nouveauté, de l'innovation produit, puisque c'est un produit qui est en rupture, parce que c'est un steamer de base, mais qui a la capacité de repasser comme la meilleure des centrales vapeur sur le marché, de manière horizontale, donc en utilisant aussi une planche si le consommateur le souhaite. Et donc c'est un produit qui est d'abord en rupture dans notre promesse, parce que nous on a toujours finalement été les défenseurs du geste vertical. On s'est attaqué à la planche à repasser, parce que le fait de sortir déjà un objet pour réaliser une tâche nous paraît étant une contrainte. Donc c'était aussi la promesse, mais finalement on a compris que le consommateur avait besoin d'être rassuré dans l'innovation et de se dire est-ce que le nouveau produit ou le nouvel incident que je vais faire est capable de faire au moins aussi bien que ce que je connais. Et finalement, le steamer, il fait parfois des choses mieux que la centrale vapeur, mais parfois il ne sait pas faire la chemise avec une finition telle qu'on peut l'avoir, avec le support d'une planche à repasser, ou avec la puissance ou le débit vapeur d'une centrale vapeur. Et on a toujours été en souffrance pendant toutes ces années, pendant 10 ans, où on allait faire des démonstrations en magasin, chez Darty, chez Boulanger, avec des vendeurs qui nous challengeaient, en disant tiens, mais le steamer, est-ce que ça remplace complètement la centrale vapeur ? Et on ne pouvait pas dire oui. Donc, et on ne le disait pas d'ailleurs. On disait que non, c'est un produit complémentaire, additionnel, qui est différent. Et ils nous disaient est-ce que je peux faire mes chemises exactement avec le même résultat que la meilleure des centrales vapeur ? Et à chaque fois, ils nous challengeaient là-dessus. Et à chaque fois, on disait non. Et on était en souffrance de ces deux objections pendant toutes ces années. À chaque fois, je baissais la tête face aux vendeurs de Darty et de Boulanger qui me disaient mais je peux pas remplacer ma centrale, ou le client me demande s'il peut faire sa chemise. Et à chaque fois, il fallait qu'on explique de manière la plus simple possible c'est quoi le steamer. Ça fait les choses de manière différente, etc. Et ça, c'est compliqué. Et on s'est dit un jour, il faudra qu'on fasse ce steamer de compète qui permet vraiment de repasser comme la meilleure des centrales vapeur. Et c'est le Steam Cube. Et c'est ce nouveau produit qui a nécessité 4 ans de recherche et développement, plus d'1 million d'euros d'investissement, et aussi tous nos cerveaux... 1 million d'investissements sur 1 le million Steam d'investissements, Cube. ouais. Parce que c'est un produit qui, en termes de techno, a nécessité beaucoup d'heures de travaux de R&D. Donc on a fait travailler des bureaux d'études en France avec de nombreux ingénieurs qui ont travaillé sur l'électronique, sur la compacité du produit, sur la production de vapeur, sur sa capacité à ne pas mettre de gouttes sur ton vêtement, sa réparabilité, parce que c'est un produit qui est réparable en France, avec des pièces détachées qui sont disponibles pendant 7 ans. Donc il a été éco-conçu. Et donc tout ça a pris des années. Et encore une fois, c'était un apprentissage pour nous. Est-ce qu'on peut faire un Steam Cube en France ? Alors, on ne peut pas le faire à 100% en Pardon, France. je pose la question de la production. On peut pas le faire 100% en France, parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, de métiers industriels qui ont disparu. Okay. Dans notre industrie, c'est très compliqué. Et ensuite, en termes de cost, c'est vrai que c'est un produit qui, de toute façon, ne serait pas viable avec une production 100% française, à notre grand regret, malheureusement. Mais donc, durable, réparable ? Oui, à 100%. Durable, réparable, avec un packaging aussi éco-conçu, donc zéro plastique dans le packaging. Là aussi, ça a été une prouesse pour nous en termes zéro de plastique. dev. Du plastique recyclé ou du... du carton recyclé. Zéro plastique. Voilà. Dans le packaging. Dans le packaging, pardon. Pas de film plastique, etc. Ouais, non, okay. Le produit n'est pas en carton, je précise. Mais en tout cas, c'est un produit qui répondait aussi à ce cahier des charges important pour l'entreprise, de faire des produits qui soient... En tout cas, tous les nouveaux produits que nous concevons aujourd'hui sont réparables, parce qu'il y a cet enjeu aussi auquel on se doit de répondre et qu'on a envie de répondre. Et le Steam Cube en fait partie. Donc 4 ans à travailler avec des équipes nombreuses en France sur un produit qui est très abouti et qui, j'espère, en tout cas le démarrage est très probant, donc va trouver son public. Top. J'aimerais parler un peu de distribution. Il y a eu un sacré changement depuis le Covid, où le site a fait presque x10. Et le digital a fait un bon x5 en tout cas. Mais
tu l'as dit tout à l'heure, plus tous les œufs dans un même panier. C'est quoi le panorama aujourd'hui du mix distri pour Steam One? Alors le mix distri, il est très diversifié, hein, comme tu l'as compris. Et effectivement, bon, avant le Covid, on n'était pas très digitalisé, si je puis dire. Donc le Covid nous a fait prendre conscience qu'il y avait, même avec nos connaissances et notre historique, on n'avait pas suffisamment diversifié nos canaux de distribution. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, puisque comme tu le dis, le digital, ça représente pas loin de 25% du business de l'entreprise aujourd'hui. Donc on est en digital, on est en direct to consumer, hein, avec notre propre site de vente en ligne. On est avec des pure players, des entreprises comme Amazon, comme Vente Privée, comme Ubaldi, etc. On est bien sûr en B2B2C, donc en ce qu'on appelle les GSS, grandes surfaces spécialisées, et les GSA, grandes surfaces alimentaires. Donc là, tu vas trouver des enseignes comme Darty, comme Boulanger, comme Auchan, comme Carrefour, comme Leclerc, etc. Elles sont assez connues. On est toujours chez les professionnels, donc ce que nous on va appeler les professionnels, c'est-à-dire les professionnels du prêt-à-porter. Donc toutes les enseignes en France et en Europe, on en équipe une grande majorité, hein, on est largement leader chez eux. Et puis bien sûr, on a l'export, puisque aujourd'hui on fait à peu près 40, 45, pas loin de 45% de notre chiffre d'affaires à l'export, au travers un réseau d'importateurs exclusifs qui sont eux-mêmes en général déjà importateurs de différentes marques de produits qui sont dans des secteurs d'activité connexes, hein. On essaie de rester dans l'électroménager ou dans l'électronique grand public. 40%, ça fait quand même une centaine de milliers de pièces dans les grandes lignes, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, qui passent par la France avant de repartir dans les pays ou arrivent directement? Non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'on a... alors, si tu veux qu'on parle de supply, on a un entrepôt en Chine aujourd'hui, hein, on gère notre propre entrepôt en Chine. Donc, il y a un certain nombre d'expéditions qui sont faites directement depuis la Chine. C'est pas neutre pour le bilan carbone des produits, d'ailleurs. Et on va dire que pour l'Europe, en revanche, ouais, ça part plutôt d'une grosse plateforme qu'on a en France. Ok. Et dans l'international, quels sont les pays représentés? Alors, il y en a beaucoup. Là encore, toujours la même stratégie de se dire il n'y a pas un pays qui représente la majorité de ton business. Donc, on est implanté dans pas mal de pays européens, dont certains qu'on travaille en direct d'ailleurs, hein, maintenant, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, qu'on a décidé de travailler en direct, notamment via notre site internet et Amazon. Et puis, alors en grand export, on va être un peu au Moyen-Orient, on va être en Asie, on est en Chine, Singapour, Japon, Taïwan, on vend un peu en Russie, même si en ce moment, c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en avant, mais voilà, la Russie est un marché qui est important pour le défroisseur, de manière générale. Et on n'est pas encore, en revanche, aux US et au Canada. Et là, je te vois sourire. Alors, on ne te voit pas à l'écran, mais quelqu'un verra. Quelqu'un te verra, on te voit sourire. Mais tu as compris qu'il y a on va jouer la revanche avec les US très bientôt. Ça fait partie du projet de la société, hein, de retourner aux États-Unis. Jiffy est toujours présent. Il va être content de nous revoir, à mon avis. Ouais, Jiffy est archi présent toujours, mais principalement en B2B. Donc nous, en fait, les US, comme dit David, on a le projet d'y retourner, en tout cas le rêve d'y retourner, mais avec une promesse qui est de dire, est-ce qu'aux États-Unis, on peut amener quelque chose, comme on l'a amené en France, en Europe ou dans d'autres marchés. Et c'est un marché aussi très spécifique, voilà, qu'on connaît bien pour le coup, où aussi le pricing a quelque chose de très, très stratégique là-bas, mais pas que. Il y a la qualité du service, il y a la durabilité des produits aussi, le côté robustesse. Donc aujourd'hui, on est plutôt confiant sur notre promesse sur les États-Unis. Après, il faut le cash pour ça, parce que c'est un marché qui est très, très margivore, qui nécessite d'avoir des fonds pour l'attaquer. Et il ne faut pas non plus que ce projet-là mette en péril tout le développement qu'on a actuellement sur l'Europe, qui est notre principal marché, et puis surtout tous les nouveaux marchés qui aujourd'hui démarrent et sont très prometteurs. Voilà. GSA, GSS, donc le B2B2C, c'est 25% du volume ou des chiffres environ. Ça fait surtout 12, 13, 14 ans maintenant que vous bossez avec Darty, entre autres, mais on vous trouve chez Darty, Boulanger, Fnac, Auchan, Carrefour.
quels sont les apprentissages, les conseils, les 3 conseils qu'on peut donner à quelqu'un avec 15 ans de recul dans l'électroménager grande surface, spécialisé ou alimentaire? Je crois que des contrats annuels qui se renégocient, alors, si on doit synthétiser en 3, je crois que le premier conseil que je peux donner, c'est la persévérance en fait. Et là, on n'est pas du tout dans la technique. C'est que pour travailler avec ces enseignes, il faut jamais abandonner. Parce que c'est difficile en fait de rentrer dans ces enseignes et c'est difficile d'y rester parce que tu dois performer et c'est normal. Donc la persévérance, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est la professionnalisation de toute ta chaîne. C'est-à-dire que si tu veux travailler avec les plus grands, puisque un Darty, un boulanger, c'est les plus grands en fait en France, il faut que tu sois capable de le faire. Donc il faut que tu sois capable de répondre à des sujets logistiques, de facturation, de comptabilité. Tu as beaucoup de, tu as beaucoup de contraintes en fait réglementaires. Et le troisième, je laisse Olivier t'en parler. Le troisième, et pour moi c'est le plus important, mais parce que je suis au commerce, c'est la relation de partenariat. C'est-à-dire, il faut que ton partenaire soit en succès. Vendre à Darty, ça n'est qu'une étape. Il faut que Darty vende derrière, ou Boulanger vende derrière, ou Carrefour vende derrière. Si la cam ne sort pas, tu es responsable. Et ça, c'est une culture qu'on avait aussi du prêt-à, puisque finalement, dans le prêt-à-porter, il y a quelque chose qui est vraiment spécifique à cette industrie, c'est que tu vends à une boutique, mais tant qu'elle n'a pas vendu, considère-toi comme propriétaire toujours de la marchandise. Parce qu'il peut te renvoyer la cam parce que c'est pas sorti. Ben, c'est un peu pareil, sauf que juridiquement, tu pourrais dire à Darty, moi je m'en fous que ta cam elle sort pas, ou à Boulanger, je t'ai vendu, tu m'as acheté, tu me payes, mais en fait... Contractuellement. Voilà, donc tu peux te dire ça, mais en fait, le moteur est vraiment presque le leitmotiv à chaque produit que tu références, à chaque opération que tu vas faire, qu'elle soit commerciale ou autre, c'est est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça va marcher, et si ça ne marche pas, comment je les accompagne, parce qu'on est responsable de ça. Et donc finalement, cette étroite collaboration au quotidien, mais pas dans les mots, mais vraiment dans les actions, avec ton équipe commerce, les acheteurs, les chefs produits, mais en fait tout l'écosystème de ton enseigne, c'est aujourd'hui la priorité pour que ça marche. Tu ne fais pas simplement une vente, il faut aller bien au-delà de ça. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, ou si tu le refuses, tu vas juste faire un coup. Voilà. Et les coups, nous, on n'aime pas ça, quoi. Et sur la partie digitale, vous avez donc votre site, vous avez Amazon, mais vous m'aviez dit quand on préparait l'entretien, et je crois que tu viens de le redire, que vous faites du vente privée, du choose, du The Braderie. Oui, ça nous arrive. Ça vous est arrivé? Bien sûr. Parce que là, il y a un apprentissage, un conseil que tu peux donner. Alors, c'est des modèles qui sont assez différents, hein, plutôt sur la remise ou plutôt sur la quali et la sélection produit. Alors, je vais laisser Olivier te répondre. Moi, je ne sais pas qui regarder, donc je regarde tout. Moi, je trouve que c'est très intéressant, d'abord en termes de notoriété, parce que quand tu es une marque, tu as besoin de créer de la notoriété en permanence pour que le consommateur pense constamment à toi. On n'a pas les moyens, nous, de faire des campagnes télévisées, évidemment. Donc, la notoriété se fait selon différents vecteurs. Ces ventes privées, ventes privées, choose, braderie, ce sont déjà des vecteurs de notoriété, finalement. Au-delà d'un premier vecteur de commerce. Et là, je laisse Olivier prendre la parole là-dessus, parce qu'il connaît mieux le sujet que moi. C'est pareil, c'est une espèce de recette de cuisine, il faut en faire un petit peu, il faut avoir la juste dose, il ne faut pas en mettre trop parce que tu peux faire mal à la marque à la finale. C'est la question, c'est là que je voulais t'emmener. Voilà, donc moi mon sujet c'est de dire si on doit permettre aux consommateurs, puisqu'à la finale c'est pareil, tu penses aux consos finalement, ce sont des plateformes de visibilité et ils font très très bien leur travail, hein. Mais l'idée c'est que je veux toucher le consommateur, c'est un point de contact avec le consommateur à une certaine période de l'année, avec une certaine promesse de prix, de promotion, etc. Et en fait, comment tu vas le travailler par rapport à ton écosystème, qui est aussi tout ce que tu as construit sur ta marque, tout ce que tu as mis sur le marché pour que ta marque soit respectable, qu'elle soit perçue par le consommateur comme une marque de valeur. Si demain, tu dois faire une offre promotionnelle, quelle est la légitimité de cette promotion? À quelle période? Est-ce que tu ne fais pas de mal à la marque? Est-ce que tu ne fais pas de mal à tous tes partenaires aussi? Parce que, encore une fois, tu as aussi le client qui l'achète là, il une l'achète éthique, pas ailleurs. Exactement. Et donc, quelque part, je mets ça vraiment comme une recette de cuisine parce que c'est un savant dosage de quelques ingrédients pour que ça fonctionne. Et parfois, ça ne marche pas, hein. Parfois, tu vas faire une vente et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, de cette vente, il va y avoir une autre action que tu n'avais pas peut-être anticipée, soit d'un partenaire, soit d'un concurrent,
quelque part au même moment qui va faire que ta promesse à l'instant T va pas être successful, quoi. Donc il ne faut pas en abuser et il faut le faire avec la plus grande intelligence possible. Et puis il faut garder aussi le contexte, hein, le contexte du marché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le steamer aujourd'hui, c'est 14-15% de ce qu'on appelle le soin du linge, c'est-à-dire tout ce qui est faire repasser centrale vapeur et steamer. Donc tu as encore une très très grosse marge de progression et de développement et d'implantation finalement du steamer dans les foyers. Donc il y a encore une longue route, et là je parle que du marché français. Pour atterrir tranquillement, ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle. Il y a différents leviers que vous pouvez utiliser et activer en termes de marketing et de noto. Il y en a un dont vous avez parlé quand on prépare l'entretien, c'est l'influence. Oui. J'aimerais bien connaître les 2-3 principaux leviers que vous utilisez et que vous me parliez de l'influence dans le... Alors l'influence, moi je m'inspire de choses que je vois sur le marché. Donc moi je suis plutôt autodidacte et donc j'essaie de comprendre un peu comment font les marques pour encore une fois toucher le consommateur, se rendre visible, etc. Et il y a une marque qui m'a inspiré là-dessus qui s'appelle Daniel Wellington, qui font des montres et qui est aussi une success story et qui a beaucoup travaillé avec l'influence, avec du gifting. Le gifting, ça consiste à faire un échange entre ton produit de manière gratuite et le poste d'un influenceur. Et donc nous on a mis cette stratégie en place avec une personne dédiée déjà, donc il faut avoir le temps de s'en occuper. Parce que c'est dédié en interne, ouais. Dédié en interne. Et vous le faites en direct ou vous passez par une plateforme? Non, on le fait en direct. Donc vous contactez des personnes qui peuvent être rentrées Exactement. dans le... Alors on a un outil qui s'appelle Call Square, qui est un outil qui permet de cibler le type d'influenceur par rapport à ton offre, ton produit, etc. Une fois que tu as fait le ciblage, il faut contacter l'influenceur, lui expliquer le pourquoi du comment, et puis accepter aussi de le suivre dans son post, dans sa communication avec sa communauté, et puis de percevoir les résultats. Donc on a mis ça en place, ça fonctionne, on le fait de manière vraiment très scientifique. Voilà, donc nous on a 100 giftings par mois qui s'opèrent en France. Et c'est que du gifting? C'est que du gifting. Alors il y a un peu de paid, on fait quand même un peu de paid dans l'influence. Mais c'est très peu. Hein. Voilà, mais aujourd'hui, 80% de notre stratégie influence, elle passe par le gifting. Voilà. Et donc encore une fois, ça prend du temps. Il faut l'outil aussi, donc c'est quand même un investissement. Il faut le produit, parce que c'est quand même le coût du produit, du shipping, etc. Par contre, nous, on a un reach d'à peu près 5-6 millions de personnes par mois. Donc ça fait une notoriété, une visibilité très forte sur le produit. Pour une centaine de produits tous les mois, c'est ça? Exactement. Je dis une centaine, mais c'est 100. Ouais. Oui. Alors ça peut être 102 ou 98, ça dépend des mois. Mais c'est une stratégie, en tout cas, qui pour nous, encore une fois, et pour d'autres marques, parce qu'encore une fois, moi, je n'ai fait que m'inspirer de ce que j'ai vu, fonctionne. Il faut avoir le bon produit qui se prête à ça, que tu peux livrer aussi, parce que si tu es dans le mobilier et que tu dois livrer une armoire en gifting, ça va être compliqué. Voilà, donc il faut avoir le produit qui se prête à ça, et puis aussi l'influenceur qui a envie, finalement, de faire parler de la marque, ça lui parle, et ça, c'est un échange, finalement. Ok. Ton budget à l'année sur l'influence, vous êtes capable de le... Ouais, on est à peu près à 100 000 euros par an. Ouais, c'est à peu près 100 000. C'est à peu près 100K par an. Donc, en France. 1200 produits, plus le shipping, plus les échanges, la personne en interne. Ah non, ça c'est hors personne en interne. Oui, c'est vrai. Il y a un dernier levier que je voulais avoir de notoriété, mais aussi de business sur lequel on n'a pas parlé, c'est qu'on a un nouveau canal qui est en train d'émerger, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, aujourd'hui, il se trouve que de plus en plus d'hôtels ont envie de changer l'expérience client en chambre et de remplacer le vieux fer à repasser. Qui traîne au fin fond du placard. T'as tout compris. Ouais. Voilà, qui traîne au fin fond d'une salle armoire avec une planche. Et ils commencent à se poser la question, en ce moment, de renouveler cette expérience. Et il se trouve que on a signé il te donne un scoop. Ouais, mais on a signé un contrat cadre au mois d'avril historique avec le groupe Accor, donc un groupe français. Génial, félicitations. Voilà, qui est le troisième plus gros groupe mondial dans l'hôtellerie, donc c'est plus de 6000 hôtels, 800 000 chambres. Et on vient de signer un accord cadre avec eux pour faire en sorte que SteamOne soit le fournisseur officiel de tous les hôtels qui ont envie de prendre du steamer dans qui ont envie de ne pas équiper les 800 000 chambres. Malheureusement. Non, pas encore. Attention, on n'a pas abandonné l'idée de le mettre. Mais en tout cas... En vrai, ce serait tellement bien. Moi, je sors jamais le fer à passer. Bien sûr. Mais en tout cas, ça apporte aussi... Alors, il y a le côté business. Bien sûr, ça va générer du business pour la boîte et c'est génial. Pour toutes les équipes aussi. Mais c'est aussi le côté notoriété. Parce que on va voir le produit dans un hôtel, on va l'utiliser, on va voir la marque SteamOne. Et je fais le parallèle souvent avec Nespresso,
qui a eu ses débuts dans l'hôtellerie. Nespresso a démarré, il faut le savoir, avec de la collaboration avec des enseignes d'hôtels. Je ne savais pas, hyper intéressant. Ils mettaient leurs capsules, leur première machine avec des capsules dans l'hôtellerie. Et les premiers utilisateurs ont adoré cette expérience dans des hôtels premium et de se faire son propre café. Et donc, je m'inspire de ça, je suis content qu'on peut se promettre en tout cas le même chemin de notoriété pour faire comprendre à quoi ça sert un steamer et qu'est-ce que ça fait. Écoute, félicitations, je pensais à Morphée qui fait des petites boîtes qui te permettent de faire de la méditation et qui prennent différentes formes et qui avait aussi, j'y pense maintenant, fait un partenariat hôtelier et qui équipait je sais plus quelle chaîne d'hôtel avec des petits Morphées. Super. Voilà, donc bonne idée aussi de notoriété, parce qu'on parlait de l'influence, qui est aussi un type, mais il y a d'autres aussi façons de faire parler d'une marque et d'en faire parler. Quoi. Et dis-moi ce que tu veux bien me dire, mais les dessous d'un deal comme ça, c'est quoi? C'est une remise sur le prix, un engagement sur le volume, tu vois, c'est beaucoup plus que ça, parce que tu as t'as l'aspect pricing bien sûr, mais ça c'est dans n'importe quel deal commercial, mais tu as aussi l'aspect là pour le coup logistique. Comment tu fais pour assurer que tu es capable d'équiper un hôtel en Égypte, un autre à Singapour, un autre à Toronto, un autre en Argentine, tu vois, tu dois être aussi capable de répondre à ces besoins. On a répondu à un appel d'offres, parce que voilà, il y avait un appel d'offres. Il y avait un appel d'offres pour remplacer le fer à passer. Oui, exactement. Par un steamer. Par un steamer, voilà, par une offre de steamer. Donc il y a eu un appel d'offres auquel nous avons répondu avec un cahier des charges. Et ce cahier des charges était assez pourvu sur d'abord le choix, l'offre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les hôtels, la compacité des produits, la promesse environnementale de l'entreprise, c'est-à-dire en effet, est-ce qu'on est capable de réparer les produits à l'autre bout de la planète? Est-ce qu'un steamer qui tombe en panne à Houston, je vais pouvoir le dépanner et comment je vais faire? Donc tu avais toutes ces problématiques-là auxquelles nous, on peut répondre aujourd'hui parce qu'on a ces hubs logistiques un peu partout dans le monde de par l'internationalisation de la marque. Et donc, on a répondu, on a gagné cet appel d'offres. Vous êtes les seuls à l'avoir gagné? Ah oui, c'est un marché qui a été partagé. Non, c'est un contrat d'exclusivité. C'est génial. Non, c'est génial pour la marque. C'est génial aussi que ce soit une marque, un groupe français. Un groupe français pour une marque française. Mais alors, t'as un vrai scoop parce qu'en fait, on n'a pas communiqué dessus. Donc là, ça va être, tu vois. Faut le faire avant je vous ai dit que ça sortait le 24. Très bien. Écoute, c'est très bien. Mais on est très très fiers de ce partenariat. Et puis en plus, ça nous offre de nouvelles perspectives, tu vois. On avait toujours cru à l'hôtellerie. Nous, ça fait longtemps qu'on y croit. Tout simplement en tant qu'utilisateur, tu vois. Et tu le disais, tu vas à l'hôtel, tu sors tes vêtements de ta valise, ils sont évidemment dans un sale état. Et puis là, c'est la galère parce que tu as une planche à repasser qui est branlante, tu as un fer à repasser qui date des années 80 et tu n'as pas envie de sortir. Tu n'as surtout pas envie. Tu n'as pas envie, quoi. Et on se souvient, tu sais, du reportage où on voyait, je crois que c'était Dominique Strauss-Kahn qui ouvrait sa douche, tu sais, dans un hôtel et qui mettait de la vapeur partout pour justement défroisser ses vêtements. Okay. Donc, c'est quelque chose qui nous a toujours inspiré et on a toujours cru en ce potentiel incroyable d'équiper vraiment les hôtels et pas que le groupe Accor, on va pas s'arrêter là. Génial. David Olivier, merci infiniment. On a abordé plein de sujets. Il faudra qu'on fasse un catch-up dans un an ou deux pour voir comment ça aurait évolué et surtout comment les États-Unis marchent, s'ils sont lancés et s'ils sont à la hauteur de vos objectifs. Deux petites choses pour finir. Je voudrais remercier Alexandra Meloul, avec qui vous travaillez. Oui. Et qui nous a mis en relation, tout à fait. qui est la femme d'un copain et avec qui on a travaillé dans le passé aussi sur des sujets market et acquisition. Merci Alexandra. Merci Alexandra. Et vous lancez une levée de fonds? Alors on est en cours en effet de tour de table. On va démarrer ce petit road trip là avec un lever parce qu'on a fortement on a besoin de cash pour les ambitions de la boîte. Et aujourd'hui, et plus que jamais, avec toutes ces perspectives de croissance, et d'abord, une fois qu'on a fait cette preuve du concept qui a été faite, on se dit que maintenant c'est peut-être le moment d'une nouvelle aventure et d'avoir le cash pour aller faire réunir cette marque. Ouais. L'international et l'innovation. Et l'innovation, bien sûr. Okay. Ouais. Deux gros levées de croissance de la boîte. Tu as compris que quand on doit dépenser 1 million d'euros pour sortir un produit, si on veut en sortir 5 ou 6, ça commence à faire beaucoup d'argent. Non mais 1 million, ça me semble énorme. Et pourtant, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais parce que c'est pas vous partez pas de zéro.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vous maîtrisez, j'ai envie de dire, un peu la vapeur déjà. C'est une... Ouais. Mais alors, alors, tu as raison, mais on méprise le steamer, mais on ne maîtrisait pas la centrale vapeur. Ouais. Et là, c'est un mix des deux, et c'est ce qui fait que ça a coûté si cher. C'est que pour le coup, c'est une nouvelle techno pour nous. La centrale vapeur, c'est très différente, parce que tu as, une cuve sous pression, tu as des barres, tu as d'autres contraintes que celles d'un steamer classique, où tu as une conduction thermique qui est différente, un boiler, un corps de chauffe qui est différent de ce qui existe dans une centrale vapeur. C'est une techno différente. Et donc, on ne la connaissait pas. Et donc, on a payé pour apprendre. Je comprends l'importance de l'innovation. Et il faut j'innove donc je suis. J'apprends, j'innove donc je suis. C'est 1 million d'euros que vous avez dépensé, j'imagine, au cours des 4 dernières années, c'est ça, qui aurait pu être dépensé sur de l'acquisition, des améliorations sur des produits existants. C'est une question qui s'est posée à un moment. Alors, elle s'est pas vraiment posée parce qu'on n'a pas pour autant arrêté l'acquisition ou l'amélioration d'autres produits. Alors, peut-être qu'on y a consacré. Je voulais pas le mettre en opposition, mais voilà. On y a peut-être consacré moins de moyens. Mais pour nous, c'était tellement important d'apporter un produit. Pour nous, ce produit, il est parfait en fait. Okay. Voilà. C'est la perfection de la combinaison entre le défroisseur et la centrale. C'est un produit qui a 0 défaut. Il a 0 défaut. Il lève tous les freins de l'utilisateur, c'est surtout ça. C'est que celui qui veut se faire, encore une fois, une chemise à la perfection avec une table à repasser, il peut le faire également avec ce produit-là. Celui qui veut steamer en 2 minutes chrono, il peut le faire avec ce produit-là. Et donc, on a essayé de répondre à un éventail plus large d'utilisateurs. On a pensé d'abord usage, problème, et c'est là où ce produit a vraiment son intérêt. Et puis, on a encore plein de projets dans les tiroirs pour surprendre les personnes qui nous suivent et qui croient en la marque et qui attendent nos futures innovations. Eh bien, écoute, on en reparlera avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver David et Olivier sur LinkedIn pour poursuivre la conversation si vous le souhaitez. David Gabison, Gabison, et Olivier Gabison, évidemment. Idem. Aussi, et allez faire un tour Darty, Fnac, Boulanger, ou tout simplement sur steam-one.com pour voir les produits dont on en a parlé depuis 1 heure. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. À très vite. Salut. Au revoir. Boum.